Nous sommes au début du mois d'octobre et c'est la première journée du mois. Mesdames et messieurs, salut à toutes et à tous. Bon réveil. Je vous souhaite déjà un bon début du mois octobre, mais plus particulièrement octobre rose. Parce que vous le savez que ce mois d'octobre est réservé à une campagne de sensibilisation très importante et surtout cette lutte contre les cancers du sein où plusieurs femmes sont invitées à se faire dépister, mais surtout, on donne beaucoup de force à ces milliers de femmes qui sont décédées des suites de ces cancers du sang. Vous savez que le mois d'octobre est un mois en rose. C'est vrai que je ne suis pas habillé en rose. Je les ferai pour soutenir très certainement cette campagne. C'est le premier soleil du mois d'octobre et nous avons le plaisir de vous servir en ces premiers numéros du mois d'octobre. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux. Scotché devant de vos postes téléviseurs pour suivre cette merveilleuse chronique matinale. Les différentes informations sont partagées ici. Mais surtout, comme chaque mercredi, c'est un jour enrobé d'un parfum un peu plus particulier où nous scrutons, nous décryptons l'actualité sportive avec les experts ici. L'équipe qui m'accompagne ce matin, c'est une équipe habituelle. J'ai avec moi Silver qui assure le travail en régie, accompagné de celui qui gère la production, les pros, Jefteni Manimi, et qui au four et moulin en train de suivre le dernier détail. C'est toujours important pour un travail proche de la perfection. Ici, autour de moi, j'ai Serge Lokondo avec Christian qui est avec nous ici, que j'appelle communément Christian Chiwewe. Bon, Christian, c'est simple. Voilà. Merci à toutes ces personnes branchées en ce net moment pour suivre ces premiers numéros, ces premiers décollages du mois. Mais c'est le troisième de la semaine, hein, monsieur, parce que nous étions avec vous le lundi et puis on a fait une petite pause, le point virgule pour mardi. Et puis on se retrouve pour ce mercredi. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre attention soutenue à ces merveilleux programmes. Merci pour votre fidélité, on est en direct. Merci de vous accrocher à cette deuxième partie de l'émission, une deuxième partie essentiellement dédiée aux questions et au décryptage des actualités sportives. Pour ce faire, on a avec nous un féru du sport de la RDC, un expérimenté, quelqu'un qui a commencé à suivre les sports depuis son jeune âge. Un monsieur qui milite pour les changements, qui ne résigne aucun effort pour voir ce secteur s'est développé. Il met toutes les batteries en marche pour que les sports de son pays puissent retrouver sa lettre de noblesse. Une fierté pour la RDC parmi ses dignes fils, quelqu'un qui s'y connaît en la matière, œuvrant dans de grandes institutions sportives. Et c'est un maître aussi juriste et qui a consacré sa majeure partie des temps au droit des sports. Quelqu'un qui a été sur la bonne marche de développement du football d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Obed, et il ne s'appelle pas seulement Obed, mais Obed Moutenga Tchedi, qui est avec nous ici. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, merci de me recevoir aujourd'hui après autant de rendez-vous manqués. Vous allez bien? Ça va très bien et vous-même? Ouais, on s'est porté très bien en tout cas, même si vous avez un tout petit peu bravé les embouteillages le matin. Sinon, ça va? Ça va très bien, le trafic dans notre pays laisse à désirer. Okay. Mais quand même, on s'est donné de la peine pour quand même répondre à cette invitation et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler du développement du sport en RDC. On va toucher à beaucoup de choses, mais le plus important est que nous puissions arriver à obtenir une solution dans ces secteurs gangrénés par beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Avec un expert, on aura la chance de parler de tout ce qui concerne les développements du sport. Alors, Monsieur Obed, merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Aujourd'hui, quel est votre regard
sur le sport congolais depuis que vous avez commencé à les suivre. Comment vous, parce que vous êtes un expert, vous voyez ces sports congolais? Merci beaucoup pour la question. Au fait, moi j'ai un regard pas plus axé sur la pratique, mais plus sur la théorie, parce que je suis un théoricien, très amoureux du sport depuis le jeune âge, comme vous l'avez si bien dit. Praticien aussi, parce que j'ai pratiqué le judo. Ancien judoka, j'ai oublié de le dire. Exactement. Les judokas qui me suivent sauront quand même que je suis l'un de leurs. Et après la pratique, un secteur dans lequel moi-même j'étais présent, je suis allé plus sur la théorie pour essayer de voir comment est-ce que la gestion du sport est organisée à l'international et voir les réalités dans notre pays. Et quand même, nous décrions un peu que voilà, le sport dans notre pays n'est pas considéré à sa juste valeur. Le regard que je porte sur le sport aujourd'hui, c'est vraiment un regard un peu négatif, quitte à nos animateurs qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est le sport et d'élever quand même la pratique, nos fédérations, au niveau des standards internationaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sport en RDC, vous l'avez dit, que ceux qui doivent l'organiser ne prêtent pas une attention soutenue, malgré que la RDC possède un potentiel immense porté par des talents très naturels et ces talents qui naissent comme des champignons. Mais pour qu'ils s'épanouissent réellement, il est nécessaire de poser des bases solides. Est-ce que c'est une question de bases solides ou parce que jusqu'à présent, les animateurs n'ont pas vraiment compris qu'avec les sports aujourd'hui, les choses peuvent changer ou ils ne sont là que pour gérer autour des intérêts mesquins? Vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, je vais un peu vous emmener en droit international. Si vous arrivez à lire la résolution 77/27 des Nations Unies, qui considère le sport comme un catalyseur de développement durable. Aujourd'hui, les questions des sociétés sont traitées sur base des générations futures. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos futures générations? Et tout ça part de la base au sommet. Et le sport congolais a beaucoup de lacunes par rapport à sa considération. Aujourd'hui, nous savons que par le sport, on peut transmettre des valeurs comme l'éducation, le bien-être, la contribution à la santé, parce qu'une personne qui pratique le sport a été prouvé qu'il a quand même assez de temps à vivre sur la terre qu'une personne qui n'a pas une vie disciplinée et qui s'adonne à beaucoup de légèreté de vie. Vous voyez un peu? Donc, c'est cette vision-là que les animateurs de sport, du sport en RDC, commençant par le pouvoir public, qui est dépositeur de tous les droits, qui n'arrivent pas à gérer ce pouvoir délégataire qu'il donne aux différentes fédérations pour essayer d'inscrire le sport dans une vision de développement durable de la RDC. Voilà pourquoi je te parle d'un petit projet. Je suis en train d'élaborer le plan stratégique de développement durable du sport en RDC. Donc le plan stratégique, excusez-moi, de développement durable de la RDC par le sport et pour le sport. Par le sport, c'est que le sport peut être un facteur de développement durable pour la RDC, permettant à l'État d'atteindre un certain nombre d'objectifs tels que repris dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Pour le sport, c'est développer la pratique, développer les infrastructures et tant d'autres. C'est vrai qu'on va revenir sur ces projets-là parce que c'est important. Il doit y avoir de moyens à mettre en place pour que nous puissions en arriver là. On va fermer cette petite parenthèse. Mais aujourd'hui, au-delà de votre regard, après près de 50 ans, quand vous regardez les sports de la RDC, qu'est-ce qu'il a complètement manqué ou loupé pour être dans les concerts des grands, par exemple? Il suffira de faire une étude historique. Oui. Si vous remarquez, à l'époque du maréchal Mobutu, vous allez constater avec moi que le sport était regardé sous un autre angle par le pouvoir politique. Il s'inscrivait dans la logique d'un célèbre auteur, non pas israélien, mais australien, qui disait donner le sport à la population et garder la politique pour les gouvernants. Oui. Vous voyez? Et même si le deux secteurs, c'est rabiboche, marchent toujours ensemble. Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Quand nous étions très petits,
Quand vous parcourez les rues de Kinshasa, c'était les histoires de Vita Imana et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, tout le monde est devenu politicien. Même nous qui sommes juristes, qui avons étudié le droit constitutionnel, parce que c'est là où coulent les exactement, nous n'osons pas vraiment intégrer dans ces secteurs-là. Nous préférons aller dans d'autres secteurs aujourd'hui qui sont considérés comme des secteurs à l'abandon. Donc, comme si vous pour rebondir sur votre question, la réalité quant au sport actuellement, c'est un problème de vision. C'est un problème étatique. Et il suffit seulement que nous fassions une étude historique et comparative, comme je vous l'ai dit, que les autorités puissent mettre le sport au centre de leurs actions pour essayer de faire rayonner le sport. Nous l'avons vu avec le maréchal Mobutu. Il pouvait faire venir Pelé avec son équipe ici. Il pouvait investir les moyens nécessaires pour que la RDC aille en Coupe du Monde et tant d'autres. Et cela avait marché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que le secteur n'arrive plus à évoluer? Au fait, c'est un problème de casting et un problème d'homme. La RDC, qui, vous l'avez dit, à l'époque du maréchal Mobutu, a organisé beaucoup d'événements parce que Mobutu voulait faire rayonner son pays. Il avait compris que par les sports, les pays pouvaient être très, très visibles. Mais si aujourd'hui, on n'arrive pas à copier ce qui a été une meilleure option, parce que ce n'est qu'à l'époque de Mobutu qu'on a participé à la Coupe du Monde, ce n'est qu'à l'époque de Mobutu qu'on a eu Ali Foreman, ce n'est qu'à son époque qu'on a eu 2 Coupes d'Afrique de Nations, et puis du reste. Est-ce qu'aujourd'hui, cette vision qui doit émaner de la haute autorité, qui est le président de la République, dont on a vu rencontrer Gianni Infantino, mais puis après, on sent que ça ne suit pas. Les porteurs de la vision du chef ne font pas ce travail-là, ou c'est parce que le chef lui-même, on a vu Emmanuel Macron mettre en place un projet jusqu'en 2030 pour que les sports soient ces leviers-là, mais malheureusement, les questions sportives ne sont toujours pas bien élaguées dans ces pays, même si les présidents passent, apparemment, la vision du sport n'est pas leur tasse d'été. Les intérêts sont ailleurs. Les intérêts sont ailleurs parce que le président de la République est porteur d'une vision. Et cette vision est confiée à ses différents collaborateurs, et ce sont ces collaborateurs qui sont censés mettre en exécution la vision du chef. Le chef peut dire une phrase et c'est son ministre, ses conseillers qui vont essayer de les décliner en programme. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au départ, le problème, c'est un problème de vision. Comment est-ce qu'on aperçoit le sport chez nous? Le ministre de Sport a quand même fait un pas en avant dans le sens de faire rayonner, parce que moi je suis plus dans le concept, faire rayonner la RDC par le sport. Nous l'avons vu avec, excusez-moi même si ça va un peu friser, avec le Rwanda qui a essayé d'utiliser Visit Rwanda et ça a attiré les investisseurs. Aujourd'hui, nous avons RDC au cœur de l'Afrique. Est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que le sport rwandais est développé? Non, le Rwanda n'a pas utilisé cette politique-là pour développer le Rwanda. Vous savez, pour développer le sport au Rwanda, excusez-moi, la réalité c'est laquelle? Le Rwanda est conscient que Dieu ne leur a pas doté cette capacité-là d'avoir des grands athlètes. Mais comment utiliser le sport pour avoir des retombées sur notre État? Ils sont passés par le tourisme. Aujourd'hui, ils n'ont pas de parc, ils n'ont pas ceci, mais quand même, ils vendent une partie de la RDC pour s'attirer des touristes. C'était ça vraiment le contexte. Mais la différence entre le projet de Visit Rwanda et le RDC au cœur de l'Afrique, la RDC, c'est vraiment un pays avec un fort potentiel. Aujourd'hui, au secteur de sport, quand vous allez à la boxe, nous avons Martin Bakole. Quand vous allez dans le foot, il y a plusieurs joueurs qui évoluent. Ça veut dire que Dieu nous a fait cette grâce d'avoir des élites, non seulement scientifiques, mais aussi sportives. Et c'est vraiment ces élites-là, sportives, excusez-moi, qui doivent être accompagnées. Et c'est eux qui doivent porter cette vision-là du rayonnement de la RDC par le sport. Pas seulement passer par les fédérations, mais par les grands clubs, mais aussi par ces joueurs qui ont de l'aura. Ces ambassadeurs. Qui ont de l'aura. Ces ambassadeurs, comme vous le dites. Quand vous arrivez à comptabiliser le nombre de followers qu'a Cédric Bakambu, le nombre de followers qu'ont tous ces gens-là, vous allez remarquer qu'avec seulement nos joueurs, nos ambassadeurs, la boxe, tous les secteurs compris, on peut vraiment mener un front même diplomatique contre le Rwanda sans débourser beaucoup d'argent. Et ça c'est un point important, je pense, peut-être omis par ceux qui ont établi ces projets. On ne va pas encore en parler. Mais sinon,
une petite parenthèse, on a vu le ministre Doudou Fouambali Koundé qui aujourd'hui est revenu un tout petit peu sur les sommes déboursées parce que c'est lui qui gère les portefeuilles, qui gère les finances du pays. Aujourd'hui, qui a clairement dit que pour lui, il aurait voulu, si ça dépendait de lui, mettre cet argent au profit des militaires que d'aller les mettre dans des partenariats Milan, et Monaco et consorts. Comment analysez-vous cette approche? Bon, le problème, c'est lui qui gère la trésorerie et c'est lui qui décide des priorités. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez l'actualité, il y a une guerre que les Palestiniens mènent contre Israël sur des fronts sportifs. On cherche à exclure Israël de compétition de l'UEFA, on cherche de l'exclure de compétitions olympiques et tant d'autres. La priorité, oui. La guerre contre le Rwanda, c'est une guerre géopolitique à plusieurs dimensions. Elle est à la fois militaire, elle est à la fois politique et tant d'autres. C'est vrai que dire que non, voilà, il aurait préféré le mettre à disposition de militaires, c'est très bien. Mais seulement, le mettre aussi à disposition du développement de sport, ou soit de faire porter, comme je l'ai dit au départ, le rayonnement de la RDC par le sport, n'est pas mal. Mais seulement, comment est-ce que ces fonds ont été gérés et comment est-ce que ces fonds ont été affectés? Avec cet argent, on aurait mieux fait. Excusez-moi. Vous savez, nous sommes attendus au Maroc pour la CAN. J'ai essayé de dire ça l'autre fois. Le slogan qui a fait le buzz de la CAN en Côte d'Ivoire, c'est le slogan de Chancel Mbemba. La justice des dieux, il y en a. Mais comment est-ce qu'on arrive à exploiter ça pour aller au Maroc pendant que nous sommes attendus? Parce que entre nous et eux en Côte d'Ivoire, c'était chaud bouillant. Mais maintenant, lorsque nous rentrons, nous, ici, nous sommes un peu négligents en train de dire, bon, on va venir, c'est la CAN et tout. Mais les Marocains n'ont pas oublié. Exactement, ils n'ont pas oublié et ils auront leur revanche contre la RDC. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là que nous devons porter dans le secteur du sport. Enlever seulement cette casquette-là de pratique, de jeu et tout ça, mais mettre vraiment la question du sport au centre du système politique congolais. Ça c'est bien. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre. Vos réactions peuvent aussi contribuer tout au long de cette émission, qui est une émission très bien élaboré pour vous et pour ceux qui aiment réfléchir autour du secteur du sport de la RDC. On va revenir sur ces développements-là. Alors, Monsieur Obed, le sport de la RDC connaît pas mal de problèmes. Si le sport roi qui est le football, aujourd'hui les drapeaux sont presque en berne, on voit qu'on a difficile à renouer avec des victoires. Il y a eu la sélection nationale avec ses semblants de résultats où on pensait s'affoler, mais malheureusement après la défaite contre le Sénégal, on est redescendu sur terre pour comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Les différentes disciplines de la RDC ont besoin d'une thérapie, mais aujourd'hui, si on veut avancer, parce qu'on ne va pas reculer, si on veut s'appuyer sur un domaine sportif ou sur une discipline, ça pourrait passer par quoi? Parce que tout peut commencer par une discipline, même si le football reste la discipline mère, mais tout peut commencer par une discipline. On a vu les Kenyans, les Éthiopiens et consorts, voilà. Les athlètes en termes de sprint sont très forts, mais nous en RDC, pouvons-nous changer, investir seulement sur le football ou on peut investir sur autre chose, mais pour que le sport retrouve un rayonnement? Votre question est très pertinente. Cette étude doit être faite au niveau du ministère du Sport. Parce que quand vous allez parler du rayonnement du sport, il faut voir quels sont ces disciplines sportives qui apportent un plus à la nation. Ils avaient choisi autrefois à l'époque de Chembo-Konde de subventionner 12 disciplines, mais puis après ça n'a pas suivi. Exactement. Et quand vous arrivez à choisir ces disciplines, et comment faire pour alimenter ces disciplines, c'est une formation à la base. Je vais un peu penser à lorsque nous étions encore très petits. Moi, j'ai grandi à Mongafula. Moi, j'ai quitté la maison, parfois même fuir les cours pour aller suivre le match des premières divisions. Et à l'époque, il y avait Darkabang ou Vini Bongonga au terrain de Tumba vers Mongafula. Et quand tu arrivais, tu trouvais la beauté du football. Parce qu'à un certain moment, ça partait de la base. Et j'encourage même Maître Mwangi avec son projet de Zélotique, qui a pris conscience que sans la base,
il n'y a pas de développement au sommet. Et aujourd'hui, quelles sont ces disciplines? Vous le savez si bien. Quelles sont les disciplines qui remplissent les stades ici, ou soit les gymnases sportifs en RDC? Le football, le judo, le basket aussi qui commence à venir un peu, le karaté et tant d'autres. Il suffit de prendre ces disciplines, mettre de moyens et les orienter. J'ai vu le président Christian Matata décrier haut et fort que depuis 14 ans de gestion du comité international olympique, aucune médaille olympique. C'est malheureux pour notre pays. Le problème, c'était la mauvaise politique de celui qui gérait les comités olympiques congolais, où c'est un échec du gouvernement. Mais le plus grand problème aussi, ce sont ces personnes qui les entourent, leur assemblée générale. Ils cautionnent la bêtise. Dont lui aussi était membre de ces comités. Bon, je ne saurais pas si, mais c'est clair et net. Mais quand même, parce que vous avez dit, ceux qui entourent, donc d'aussi les présidents dont on va citer, Amos Mbayo, a échoué lamentablement. On ne parlera pas seulement d'une médaille d'or. Une médaille olympique, peut-être bronze et argent, on ne l'a pas obtenue. On a vu récemment, la dernière participation était encore un fiasco. Et dans ces comités, jusqu'à aujourd'hui, il y a Amos Mbayo, il y a Alain Badiachile, il y a François Kaboulou, il y a lui, Christian Matata, une pléthore de gens dont on s'est dit, avec ces rassemblements, on peut avoir un résultat. Mais malheureusement, le résultat ne suit pas. Vous savez... Donc, il n'est pas aussi épargné. En RDC, les statuts des sports, quand vous essayez de lire un peu les différents statuts qui régissent ces secteurs, vous allez remarquer que beaucoup de pouvoirs ont été donnés à l'Assemblée générale. Donc, si vous constatez que le comité exécutif n'arrive pas à s'aligner sur une vision de développement du sport en RDC, il faut les déchoir. Il faut les déchoir. Nous voyons ça en politique et pourquoi dans le sport ça ne marche pas. Bon, nous pouvons dire qu'il pouvait être complice, mais je pense qu'il a mieux à proposer. Donc, voilà un peu ma participation quant à ce... C'est vrai, il faut toujours miser sur ces sports-là. Mais il y a aussi un problème, c'est l'implication de partenaires qui peuvent alimenter ces secteurs du sport. Aujourd'hui, les budgets alloués au sport, c'est un budget petit qui ne permet pas à ces sports de se développer. Mais moi, je me suis posé la question de savoir si, en termes d'urgence, on a sorti l'argent pour nouer ces partenariats, c'est-à-dire qu'avec un peu plus de volonté, on peut développer ces sports-là, on peut mettre en place un fonds de promotion, peut-être de développement du sport, pour que ces sports avancent. Mais aujourd'hui, l'apport de ceux qui doivent être des partenaires au-delà du gouvernement, on ne les sent pas. Est-ce que c'est un problème de stratégie, des projets qui peuvent faire en sorte que ceux qui peuvent apporter quelque chose, les bailleurs des fonds, les sociétés, les télécommunications et toutes ces entreprises-là, qu'est-ce qui leur rend sceptiques à ton avis? Est-ce que c'est parce que le gouvernement bloque ou parce que c'est un manque de stratégie pour les permettre de venir soutenir les sports? Je dirais que cette question doit être traitée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le sport est un art majeur, comme la musique, comme tous les autres arts majeurs, comment je peux dire, la poésie et tant d'autres. Ça veut dire que le sport a un spectacle à vendre. Lorsque les spectacles vendus par les disciplines sportives ne sont pas à l'attente de ces personnes qui doivent venir se placer derrière les spectacles pour essayer de vendre leur abandonné. Pourquoi? Parce qu'on dit que le gouvernement n'est pas en mesure de finaliser la facture qui avait été déboursée par cet opérateur qui avait préfinancé les projets, et aujourd'hui les stades sont à l'abandon. Donc il serait seulement question d'essayer de pousser encore ces personnes qui nous dirigent pour essayer de leur dire que, écoutez, dans vos systèmes politiques, quand vous pensez RDC, pensez aussi sport. C'est important, très important, parce qu'aujourd'hui, on voit que la question du sport en RDC, c'est seulement soit l'apanage du président qui ne s'occupe que de la sélection nationale A, et pour les ministres, comme tous les autres ministres, le pouvoir est décentralisé dans ces pays. Le sport doit commencer dans des municipalités, dans des villes
avant que le sport ne soit national. Mais comment voyez-vous aujourd'hui, ou comment expliquer aujourd'hui que dans des municipalités, les questions sportives ne sont pas élaguées, ne sont pas développées? On n'a pas aujourd'hui la représentation des équipes de municipalités, peut-être dans des divisions élevées, dans les différentes disciplines. Dans la ville, n'en parlons même pas. On a même vu, pour parler seulement du football, que même les gouverneurs, les différents gouverneurs, même quand il y a des organisations sportives, ils ne viennent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le poids est porté par les ministres nationaux ou les présidents, voilà pourquoi on connaît des échecs, aussi et seulement si aujourd'hui il y aurait implication de ces différents secteurs, la municipalité, la ville, tout pouvait aussi changer. La vision. Comme vous le dites, c'est un problème de vision parce que toutes ces personnes qui nous dirigent ne savent pas ce que vaut le sport. Quand vous allez en Europe, on vous dit que le sport représente 2% du PIB européen. Exactement. C'est un secteur économique et vous très le savez. rentable. Exactement. C'est tous les jours que la Cour de justice de communauté européenne s'est saisie des cas qui sont traités dans les questions du sport. Mais ici, chez nous, on a des sérieux problèmes parce que, premièrement, l'assiette allouée aux municipalités, au niveau de gouvernorat, est faible et les animateurs pensent d'abord comment se retrouver, pensent comment est-ce qu'il faudrait pallier aux différents projets prioritaires et le sport est placé en dernière partie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un nombre grandissant de Koulouna. Les enfants, par manque d'accès au sport, vous allez voir des petits enfants qui jouent sur l'avenue et ils s'adonnent à quoi? À des jets de lance-pierre, à des jets de lance-bouteilles, préparant ainsi leur carrière de futur Koulouna. Mais ce sport-là n'est pas encadré. Nous dirons que nous devons repenser sport. Les états généraux, oui, il y a eu les états généraux dans ce pays, mais quel est l'impact? Quelles sont vraiment les résolutions concrètes qui ont été prises et qui sont mises en action, en activité? Aujourd'hui, c'est tous les ministres qui viennent, qui essaient de saper les actions de l'autre pour essayer d'insuffler une nouvelle politique, disons, pensant mieux faire, et pourtant on se base toujours des problèmes qui étaient là avant pour essayer d'apporter une solution durable. La mauvaise gestion dans ces secteurs, elle est criante. Et ceux qui gèrent les secteurs du sport ne pensent pas aller très très loin, veulent se limiter seulement à des projets et pas même de projets, à des choses qui ne vont pas demain faire avancer les sports. La RDC n'a pas de centre de formation. La RDC n'a pas une organisation de promotion des talents. La RDC n'a pas une usine de développement des talents. Mais comment on peut aujourd'hui avoir de résultats avec des générations spontanées, avec des générations où aujourd'hui, dont on ne connaît que peut-être de parents et qui ne connaissent pas l'histoire de ces sports. Une parenthèse, on voit aujourd'hui, peut-être parmi les binationaux qui ont grandi ailleurs, qui peut-être, ce n'est pas un débat, ne connaissent peut-être pas l'hymne national, qui ne connaissent pas l'histoire du pays ou du drapeau qu'ils vont porter, parce que peut-être quand vous allez poser la question à des garçons comme des Bissaka qui ne connaissent pas des Kibonge et consorts, mais est-ce que quelque part aussi, toutes ces choses font en sorte que nous ne puissions pas avoir de résultats escomptés? Vous savez, nous devons nous baser un peu sur la performance de l'équipe nationale du Sénégal. On peut tout dire. Oui. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal, c'est une équipe qui est constante dans toutes les compétitions, même si elle est éliminée au premier tour. Vous allez remarquer que l'organisation de cette équipe émane d'un travail de fond. Comment est-ce que le sport a été développé au Sénégal, précisément le football? Ils sont partis de la base. Aujourd'hui, on a des académies au Sénégal comme Génération Foot. Vous êtes en train de parler d'une usine de production de talents. Quand vous remarquez un peu tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, Sadio Mané est en fin de carrière. Mais quand vous regardez son parcours, sorti d'un centre de formation, venu au FC Metz,
Et son parcours, c'est un parcours qui est vraiment connu et il a quand même une histoire à raconter aux générations qui viennent. Il y a toute cette équipe-là. Et un respect à revendre. Exactement, les Koulibaly et tous. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? Parce que le pays leur a tout donné, ce qu'ils gagnent, ils reviennent investir. Aujourd'hui, vous connaissez que c'est Sadio Mané dans sa ville natale ou peut-être sa province d'origine, il mène des actions philanthropiques très grandes parce qu'il sait que tout est parti de la base. Aujourd'hui, Barcelone, aujourd'hui AC Milan, aujourd'hui Monaco, usine de vente de joueurs. Ils vont venir s'installer dans notre pays pour s'installer où il n'y a pas d'infrastructure sportive. Qui sont ces leaders-là qui vont accompagner ces projets, ces coachs, ces techniciens, pendant que le niveau est trop bas? Nous avons quand même des autorités quand même sportives qui essaient de vendre un peu mieux les disciplines sportives pour comprendre que non, voilà, la formation doit commencer à la base. On l'a vu avec Oudjana, quoique les résultats étaient un peu, n'étaient pas à la hauteur de ce que nous attendions de cette académie. Aujourd'hui, nous avons les Aigles du Congo. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, nous aurons toujours les mêmes choses? Nous ne savons pas. Quand j'étais au Zimbabwe, ils ont le Real Betis qui s'est installé là, qui a signé un partenariat et qui est venu s'installer dans un centre leur octroyé par la police. Ils ont vu que voilà, il y avait quand même des talents et on pouvait les encadrer. On parle du Zimbabwe. Exactement. Ils ont vu le sérieux des dirigeants et aujourd'hui, ils ont donné la licence. Mais aujourd'hui, s'ils viennent, où est-ce qu'ils vont s'installer? Tous les terrains qui étaient là, aujourd'hui, on entend que les terrains sont spoliés. Parfois, c'est le bourgmestre qui vend. Parfois, c'est le gouverneur qui vend. Et on va se retrouver un jour dans la ville de Kinshasa, il ne nous restera que le stade de Martyrs. Donc, c'est pénible. Parce que même ces stades de Martyrs-là ne savent pas être mieux entretenus. Le match contre le Sénégal, on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a une insécurité grandissante dans des installations sportives en RDC, plus particulièrement le stade de Martyrs. On va essayer de parler de l'écosécurité des événements sportifs, monsieur. L'intégration des principes de développement durable, de la protection de l'environnement dans la planification, dans l'organisation des événements. Aujourd'hui, la RDC a ces sérieux problèmes-là. Ce seul bâtiment que nous avons, qui pourrait rester, dont vous avez dit, est en train d'être saboté à tout moment. Mais dites-nous un peu, quels sont les axes qu'on peut aujourd'hui compléter pour que nous puissions arriver à une très bonne organisation dans les installations sportives du pays, parce qu'on parle du stade de Martyrs, et parlons de cette éco-sécurité, parce que vous êtes un expert. Oui, comme vous le dites, quand on parle de l'éco-sécurité, on voit une sécurité à la fois environnementale et une sécurité des biens et des personnes. Les événements sportifs majeurs sont considérés comme des déclencheurs du terrorisme. Exactement. Ça, c'est important. Exactement. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver dans une situation où même le pouvoir public ne saura pas contrôler. Exactement. En 1959, vous le savez, le stade de Martyrs est appelé stade de Martyrs parce qu'un certain 4 janvier, si je ne me trompe pas, des gens sont sortis du stade de Martyrs, d'autres en meeting populaire à Limca, et font une jonction et les émeutes commencent et nous arrivons jusqu'à l'accession de l'indépendance. Et aujourd'hui, dans ce stade de Martyrs, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, il y avait le stade de Martyrs et Imka à côté. Il y a eu quand même ce problème-là, une synchronisation et des troubles ont été faits. Mais aujourd'hui, on rajoute Kinshasa Arena. C'est déjà un problème pour la sécurité. Exactement. Non loin, il y a le centre culturel. Et je me demande s'il arrivait qu'un jour, toutes ces infrastructures sont occupées et par une grande masse. Comment est-ce qu'on va s'en sortir pendant qu'un match comme le Sénégal n'a pas pu être géré? La gestion des événements sportifs, quand il faut parler de la gestion sécuritaire des événements sportifs, elle est homogène. Elle part des bénévoles du sport. Quand vous suivez les matchs européens, vous allez remarquer que dans les stades, déjà la sécurité, parce que la sécurité intérieure du stade incombe à l'organisateur de l'événement. C'est l'organisateur qui est responsable de la sécurité interne. Vous allez remarquer qu'au niveau, donc dans les allées,
il y a des personnes en gilet et tout, qui sont là comme des lanceurs d'alerte. Une fois qu'il y a une personne dans les stades qui affiche un comportement menaçant, ce dernier doit être au plus vite intercepté et on le prend, on les met à la disposition de la police. Mais on le voit très souvent au stade de Martyrs, j'ai Amassou Beko Banda pendant 40 minutes. Et Kataté. Ils ont Kataté. Je me demande, mais comment est-ce qu'on gère ces gens-là? Ozomona ke Moutoua Banda qui finga pendant 1 heure. À ta garde républicaine, on se demande, mais est-ce que le stade il est plus grand que le stade du Santiago Bernabéu ou c'est un plus problème... que Maracana qui a plus de 100 000. Exactement. Ou c'est un problème des personnes. Et aujourd'hui, la consommation des bouteilles plastiques et tout ça, nous allons remarquer que tout autour du stade des Martyrs, c'est un endroit où il y a toujours des flaques d'eau après la pluie. Pourquoi? Parce que les déchets qui proviennent des manifestations sportives ne sont pas orientés. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a plus ou moins 3, quand les championnats sont réguliers, on a plus ou moins 2, 3 ou 4 activités sportives dans le stade de Martyrs chaque mois. Des matchs et ainsi d'autres. Et même quand on part sur les concerts. Donc ce sont des questions qui doivent vraiment être traitées dans le fond et montrer que, voilà, lorsqu'il y a des événements sportifs, faire intervenir des bénévoles sportifs, on peut les encadrer, on peut prendre toutes ces anciennes gloires des fédérations sportives, surtout des fédérations de combat, les former et les orienter, et ils vont constituer la première zone de défense des événements sportifs à l'intérieur. Et après, on part maintenant sur la police qui doit accompagner, sur les sécurités, les agences de sécurité qu'on voit très souvent intervenir. Et c'est toute cette composition-là qui peut faire en sorte que le stade de Martyrs puisse avoir une sécurité efficace. Mais aussi, ceux qui vendent et produisent les billets, comment est-ce qu'ils sont contrôlés? Aujourd'hui, on a vu des gens en train de multiplier les billets avant le match du Sénégal. On a vu des gens venir faire et vendre des billets et tout ça. Nous avons suivi une fois, je pense avec Bob Richard Makandalele, une conférence où on avait montré comment est-ce que le système de billetterie lors de la CAN en Côte d'Ivoire avait fait ses preuves. Pourquoi ne pas s'inspirer des autres? Nous voulons toujours tenter et oser pendant que parfois les compétences ne sont pas là. Bob Richard Makandalele, Mbotenayo Bob Richard Makandalele. Ça, c'est la salutation venue de Obed Moutenga. Je pense t'avoir la semaine prochaine, Bob. Tu dis quoi? Voilà. Aujourd'hui, la sécurité, elle est importante dans les installations sportives. C'est ce qui a fait en sorte que les gens puissent ne plus venir dans les événements sportifs. Pourquoi? Parce que la sécurité n'est pas très bien assurée. Est-ce qu'en réalité, c'est une question, une analyse que vous allez faire, ceux qui sont dans ces domaines-là ont des informations que les événements sportifs sont accompagnés par un public. Et si le public n'est pas assuré d'une sécurité, il ne viendra pas. Et ça, c'est un manque à gagner, à ton avis? Bon, je pense qu'ils ont les informations parce que vous savez... Ou ils sont négligents? Je pense qu'ils sont négligents. Vous savez que les événements sportifs, c'est parmi les plus grands spectacles et réunissent beaucoup de gens. Quand vous suivez, même dans certains rapports sous des pays un peu où les questions sont prises avec sérieux, vous allez remarquer que on catégorise même, on dit que non, voilà, il y a quatre catégories de supporters dans les stades. Il y a une catégorie qu'on appelle les hooligans. Les hooligans, ce sont des gens qui viennent dans les stades juste pour se battre. Je vais vous donner un exemple. Quand vous suivez le match de RDC, 1 heure avant le match, vous allez voir qui Kalum Wabana Istawana Ezoya. C'est quoi l'intention? Ça prouve déjà que ces gens viennent pour s'aimer du désordre. Mais vous allez voir, nous qui suivons à la maison, on sent que ce convoi sort de Beaumarchais en train de venir et il n'est pas intercepté. C'est aux alentours du stade que vous allez voir, ils viennent là et la police commence un peu à... Et ils vont entrer. Et la police fait... Mais on se dit, mais est-ce que le système de renseignement n'a pas fourni des informations à ces gens que non, Bostopé, Bango, Kuna et ceux qui ont des billets, on peut quand même les escorter. Il y a des personnes paisibles, des personnes responsables qui viennent avec leur famille, leurs enfants. Et ce sont ces personnes-là qui sont très regardants sur la sécurité des événements. Donc, si ces questions sont toujours traitées avec négligence,
En tout cas, un jour, on va se réveiller un matin, il n'y aura plus d'événements sportifs dans le pays parce que peut-être le pouvoir public aura suspendu ces choses. Des fois, nous sommes en train de rire, mais ça fait très très mal. À l'époque, et c'est vrai qu'il y avait une passion. Les gens venaient dans des installations sportives, mais puis même dans des combats de judo où on voit il ne peut pas y avoir un combat de judo, un rendez-vous de judo sans mort d'homme. Et ce sont des histoires à prendre avec beaucoup de sérieux. Un expert est ici, il est en train de donner des pistes et des solutions pour que nous puissions avoir demain une vraie image du sport congolais. Je vous ai dit ici qu'il est consommable sans modération. Et je pense que ce sont des jeunes pareils qui peuvent donner une lueur d'espoir pour le développement de ces sports. Alors, monsieur, on va revenir un tout petit peu sur le projet que vous voulez mettre en place, dont vous allez travailler, ses bénéfices et qu'est-ce que ça peut apporter à la nation. Revenez un peu sur ça. Exactement. Au fait, si vous remarquez, le monde, déjà, au niveau des Nations Unies, il y a l'agenda 2030, oui, dont les résultats sont palpables sous d'autres cieux. Mais chez nous, en RDC, toujours des choses qui sont traitées à la dernière minute et en retard. Vous êtes informé qu'il y a des institutions qui viennent nous appuyer dans ces questions. Aujourd'hui, nous avons l'Agence française de développement qui a un projet sport pour elle qui parle de l'inclusivité dans les sports. Faire participer les jeunes filles dans les pratiques du sport qui ont vraiment été longtemps discriminées, parce que quand vous regardez même comment les équipes nationales féminines sont traitées, vous allez remarquer qu'on ne priorise pas ces dames. Vous allez remarquer que même le handisport n'est pas traité et pourtant, tous, nous devons vivre de la même manière. Nous avons Play International qui s'est encore récemment installé pendant que ces institutions étrangères viennent pour appuyer les actions de la RDC. Mais on ne vend pas plus. C'est ainsi que moi, je suis en train de réfléchir sur un plan stratégique du développement durable de la RDC par le sport et pour le sport. Par le sport, pourquoi? Parce que nous allons mettre en action la résolution 77/27 des Nations Unies pour permettre au sport d'accompagner la RDC dans son chemin vers un développement durable. Mais aussi mettre en place l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour le sport, c'est essayer de contribuer à ce développement du sport, de la base au sommet, tout en incluant les personnes vivant avec handicap, les femmes et les filles. Donc c'est un peu cette question-là, je ne peux pas en dire plus parce que vous savez tout. Voilà, alors aujourd'hui, les projets méritent d'être soutenus, des voies et moyens à emprunter. C'est vrai, théoriquement, ça peut être bien. Mais à votre avis, quelles seront les portes qui vont être ouvertes pour que ce projet arrive à son aboutissement? Bon, en termes de programme, oui, je pense vraiment rencontrer la haute hiérarchie du pays. À défaut de rencontrer le président de la République pour lui soumettre ses projets, c'est rencontrer la première ministre parce que ces projets doivent vraiment être portés par le gouvernement. Parce que c'est un projet qui va prendre en compte tous les secteurs de la vie sociale et les accompagner. Remarquez par exemple, aujourd'hui on parle du ministère de la Santé, on parle de la couverture santé universelle. Oui. Il y a des maladies qui peuvent être traitées pas seulement traitées, mais évitées par une pratique sportive. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de clubs de fitness qui accompagnent une vie saine, qui accompagnent, qui sensibilisent les personnes sur la pratique quand même régulière du sport 1 ou 2 fois la semaine. Ce sont de telles personnes qui doivent vraiment être prises et encadrées par le ministère de la Santé pour essayer de voir comment est-ce que un grand nombre de la population peut quand même peut éviter l'obésité, peut éviter toutes ces maladies qui sont générées par une vie qui n'est pas saine, un mode de vie qui n'est pas sain, excusez-moi. Et tant d'autres secteurs aussi, le secteur éducatif, comme le secteur scolaire, il a été prouvé que quand vous associez une pratique sportive dans l'enseignement des élèves, ils sont vraiment épanouis et ils se retrouvent. Il y a très longtemps, tous les enfants voulaient être à l'école parce qu'ils savaient qu'un jour, on aura un tournoi de football scolaire. Oui.
il y avait des championnats de football interscolaires qui n'existent plus. Il y avait des championnats interuniversitaires où les étudiants venaient à l'université. Leur présence était obligatoire parce que pour ceux qui aimaient le sport ou ceux qui aiment le sport, pensaient quand même être retenus à l'équipe de l'université. Donc c'est un peu cette façon-là de penser et voir le sport que nous mettrons en place, quoi. Monsieur, vous œuvrez aussi dans le domaine du management. Alors, comment est-ce que votre travail, quand on sait que ces secteurs est teinté de beaucoup d'embûches et travailler dans les secteurs sportifs en RDC, c'est avoir un mental de guerrier. Vous êtes toujours face à des Goliaths devant vous, dont vous êtes appelé à sortir la meilleure pierre pour faire tomber. Comment vous œuvrez dans ces domaines et s'il y a déjà des avancées ou de preuves palpables? Oui, hein, il y a des preuves. Je dirais que récemment, il y a plus ou moins une année, j'ai fait voyager un jeune joueur entre 14 et 16 ans qui a fait sa formation au Zimbabwe et qui était revenu, qui devait aller intégrer le Real Betis au niveau international, mais seulement son père avait décidé qu'il finisse d'abord ses études scolaires pour essayer de voir comment est-ce qu'on ira plus tard. Vous savez, travailler comme manager de joueurs ou peut-être manager des institutions, mais je vais plus parler comme manager de joueurs. Être manager de joueurs, c'est une très grande responsabilité. Ça part vraiment de vous prendre comme un père pour ces personnes que vous devez encadrer. Et il y a beaucoup de risques parce que vous êtes appelé à produire des résultats palpables parce que c'est une carrière qui est mise en jeu. Vous voyez? Donc, avec ces jeunes, on essaie un peu de travailler sur les relationnels, essayer de les accompagner et de les conseiller d'abord, de les outiller pour leur montrer réellement que voilà, la vie d'un joueur, voilà, elle promet, mais elle est aussi remplie de risques. Voilà les bonnes décisions qu'il faut prendre pour sa carrière, les droits qu'il faut connaître. Quels sont les droits dont je suis bénéficiaire en tant qu'athlète et tant d'autres. C'est comme ça que nous essayons quand même de les accompagner d'abord par des conseils et des orientations. Et maintenant, dans un accompagnement plus pratique, ça pose parfois problème parce que l'accompagnement et la prise en charge d'un joueur demandent beaucoup d'argent pour essayer de l'emmener à un niveau qui est très élevé. C'est pourquoi, en toute responsabilité, parfois on se limite seulement à des orientations et des conseils en attendant que nous soyons suffisamment outillés pour essayer quand même de mettre en lumière tous les réseaux que nous avons et aider quand même les différents joueurs congolais à pouvoir atteindre leurs rêves. Parce qu'on parle des réseaux. Aujourd'hui, on a ces problèmes-là. En RDC, les joueurs ne sont pas pistés par de grandes écuries. Vous êtes manager, voilà, aujourd'hui, vous êtes aussi en train de travailler sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce que les réseaux n'est pas si élargi ou peut-être parce que les joueurs congolais sont négligents, ils ne peuvent pas aller un peu plus loin ou parce que c'est par manque de moyens dont vous avez aussi épinglé? Bon, je dirais, premièrement, c'est le manque de moyens. Quand je parle de moyens, c'est à la fois les moyens financiers, les moyens techniques. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer une simple émission sur Talent d'Afrique peut propulser un joueur. Nous l'avons vu avec le joueur de Mazembe. Voilà. Non, celui qui vient de partir à peine, là, qui était au Chan. Kabouit. Exactement. Il est passé sur Talent d'Afrique et plusieurs se sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'il a eu de la visibilité au niveau international en jouant la Coupe d'Afrique et ainsi de suite. Mais ici, au niveau local, c'est que le championnat n'est pas mieux vendu. N'est pas vendu, n'est pas diffusé. Et à la fin de la saison, tu peux avoir un joueur qui a bien presté. Tu lui dis, bon, j'ai quand même des personnes à qui je peux te proposer. Donne-moi quand même un résumé de ta saison en termes d'image. Il a du mal à condenser ses vidéos. Parfois, peut-être, c'est le meilleur buteur. Mais il n'arrive pas à sortir peut-être tous ses 30 buts pour essayer de le proposer à un manager étranger. Oui, le réseau, il y a plusieurs managers qui ont des réseaux, mais seulement aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Et le numérique apporte un peu plus dans le sport. Ça veut dire, à défaut de se déplacer comme dans l'ancien temps, où il fallait tenir le joueur par la main, l'accompagner et monter, descendre, aujourd'hui, tout peut se limiter seulement par les réseaux sociaux, par les vidéos, par des appels conférences. Mais seulement comment proposer un talent congolais pendant que le numérique ne l'accompagne pas. Donc la question du sport est vraiment sur beaucoup de champs. Le joueur congolais, on va revenir là-dessus,
sont pistés. Ceux qui travaillent à l'étranger avec des managers et consorts sont aussi pistés, mais pas dans des grandes équipes dont on peut espérer. Et c'est parce que aussi ces managers-là ne leur vendent pas bien, parce que là-bas, ils ont l'image, ils ont la com, ils ont tout, mais des équipes top, ça ne s'accroche pas. Bon, il faut reconnaître qu'autour d'un joueur, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les grands clubs n'achètent pas les joueurs seulement pour le talent. Qu'est-ce que le joueur apporte au club? Si vous remarquez, un jour, Neymar, quand il arrive au PSG, hormis le talent, Neymar, on dit qu'il a pu rembourser au club, juste par la vente d'images, la vente de ses maillots, presque la moitié du montant déboursé en moins de 6 mois. Vous remarquez? Aujourd'hui, quand Mbappé arrive au Real, c'est une marque. Donc, c'est une société d'image qui vient. Mbappé, quand il vient, c'est la publicité, c'est l'image du club et c'est tant d'autres. Mais la question qu'il faut se poser avec nos joueurs, quelle est cette image ou quel est ce groupe de personnes qui les accompagnent pour faire au-delà d'être de purs talents, mais être vraiment des stars qui peuvent être exploités par ces genres de clubs-là. Avant que nous puissions mettre un terme à ces numéros, je rappelle qu'on est en train de parler du secteur du sport et puis son développement, un secteur qui a beaucoup de problèmes. Et puis on a parlé de beaucoup de choses. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Obed Moutenga qui est avec nous ici et on va finir cette émission avec lui. Aujourd'hui, monsieur, on doit se le dire, des partenaires, même si on avait évoqué un tout petit peu cette question, on va revenir un tout petit peu, des partenaires à l'étranger qui soutiennent peut-être des championnats comme les championnats de la Côte d'Ivoire et même en termes d'image. Qu'est-ce que ces championnats peuvent avoir? C'est vrai, les niveaux d'un championnat, on peut le remarquer dans les compétitions interclubs, notamment avec des équipes de la Côte d'Ivoire qui ne franchissent plus de paliers. Mais au moins, ces championnats-là est diffusé par un grand média international et puis avec des partenaires. Est-ce que c'est un problème de lobbying? On ne réussit pas à mieux vendre nos projets pour que nous puissions aujourd'hui avoir une meilleure visibilité. Ça doit passer par quoi? Ça doit passer par quoi? Les sérieux des animateurs. Parce que vous allez remarquer, il y a eu quand même un petit pas qui s'était fait, je pense, la saison passée, avec Milvest TV Club. Mais qu'est-ce qu'on a entendu à la fin du... Bon, pas à la fin du contrat, mais à la fin de la saison. Mes gestions, les fonds ne sont pas visibles, il n'y a pas de traçabilité. Aujourd'hui, un investisseur sérieux, quand il vient investir dans ton projet, vous devez être capable de lui dire et de lui faire un rapport de comment est-ce que vous avez géré son investissement. Et cet investissement doit être axé sur des résultats escomptés. Mais aujourd'hui, vous et moi, en franc-parler, si on investissait 50 millions de dollars à la Lina Foot, êtes-vous sûr que dans une semaine, 2 semaines, on peut vous dire que voilà, 10 millions par exemple ont été déboursés pour ça. Nous pensons peut-être qu'avec les élections, des responsables et des personnes qui ont vraiment... Est-ce que c'est une question d'élection dans ces pays? Parce que moi, je pense à mon avis aussi qu'on en a eu des élections dans beaucoup de domaines, mais puis après, on a tourné en rond. Bon, le problème... C'est une question de personnes, de casting, parce que c'est un secteur pollué par des personnes qui sont, entre guillemets, des moutons noirs, par exemple, et qui ne vont jamais peut-être vouloir un intérêt commun. Il y a des chevronnés, il y a des personnes qui sont capables quand même d'apporter un vent nouveau. Moi, je suis très croyant. Il y a toujours un reste, même si toute la terre est corrompue, il y aura quand même un reste des personnes intègres et qui peuvent faire vraiment preuve de bon sens et de responsabilité. Ces gens-là existent. Seulement, il faut qu'ils soient accompagnés. Et quand même, ils pourront rehausser le niveau du championnat, les niveaux des fédérations et de tant d'autres. Donc, ne vous en faites pas. Nous pensons qu'il y a encore des personnes qui sont capables aussi de venir au niveau des ligues, au niveau des fédérations et quand même faire quelque chose de bien. On a aujourd'hui le comité de normalisation. Vous y avez travaillé, on l'a dit dans les coulisses, pas pour le pays, pour les Zimbabwe. Le comité de normalisation ici en RDC, on a Guédoné Sambi.
Aujourd'hui, on a Maître Belinda. Même si elle n'a fait que quelques temps, son mandat va épurer au mois de décembre. On doit y avoir des élections. Est-ce que le comité de normalisation, dont vous connaissez les méandres, en RDC, ce comité de normalisation a réussi jusqu'à présent? Bon, avec Maître Belinda, je pense qu'il ne vient que d'arriver il y a à peine un mois. Elle, on ne peut pas un peu compter sur tout ce qu'elle a pu apporter. Mais je pense quand même qu'elle a pu nous sortir de la crise avec le dossier de la Lina Foot qui était accusé au niveau du tribunal arbitral du sport. Je pense que c'est par son management que, voilà, on a pu quand même trouver le bout du tunnel et quand même il y a eu une représentation de la RDC pendant que même la CAF a pensé comment est-ce qu'elle pouvait sanctionner toutes ces équipes qui n'allaient pas prendre part à ce championnat. Avec le président Dieudonné Sambi, nous pensons qu'ils sont passés outre leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qui étaient celui d'organiser les élections. Mais avec Maître Belinda, je pense, qui est d'abord membre de la commission de discipline de la FIFA, une commission qui est très regardante sur l'intégrité et sur l'équité dans le sport, une commission qui sanctionne les fédérations, les clubs, les joueurs et tant d'autres. Je pense qu'à ce niveau-là et avec sa casquette de juriste, elle peut apporter un vent nouveau tout en restant respectueuse des textes et de lois qui organisent cette organisation. Pensez-vous que le comité de normalisation est toujours salvateur pour mettre les bases d'une fédération qui boitillait? Exactement, exactement. Parce qu'à défaut que la fédération soit suspendue par la FIFA, comme nous l'avons vu avec la fédération brazzavilloise du Congo-Brazza et la fédération zimbabwéenne aussi qui a été frappée de suspension, le comité de normalisation a pour objectif de venir poser les normes. C'est la raison pour laquelle on appelle comité de normalisation. Elle pose les normes du bon fonctionnement de la fédération et elle organise les élections pour léguer au comité qui va venir, ce comité définitif, qui va venir mettre en exécution et trouver une fédération normalisée, une fédération organisée et une fédération qui peut quand même produire les effets positifs si quand même les personnes qui les encadrent ou les personnes qui seront là comme animateurs seront quand même en mesure de produire de bons résultats et de produire un travail de titan et un travail à impact visible. Voilà, avant que nous puissions mettre un point final, on va placer un petit mot sur la sélection nationale de la RDC qui va revenir déjà pour jouer les Togo et les Soudan. C'est vrai que les chances, on connaît tous, ce n'est pas un secret pour personne, les chances sont devenues un tout petit peu minimes pour voir cette sélection jouer à la prochaine Coupe du Monde. Mais comment, à votre avis, on peut aborder ces deux grands rendez-vous quand on sait que le mental peut être dans les chaussettes? Bon, il faut toujours espérer, parce que le format, on dit, il a un peu changé. Et ils doivent aller jusqu'au bout. Ils sont là pour servir la nation. Et ce n'est pas à cause d'un match qu'ils vont baisser les bras et ils vont tourner le dos à la sélection. Ils doivent venir avec la même énergie, ils doivent venir avec la même volonté pour penser quand même, se positionner peut-être comme meilleur deuxième et jouer le barrage, même si ça ne sera pas facile. Le programme, il est là. Merci à Sylvain de nous mettre ces programmes. Ça sera contre le Togo, les 10 et les heures ont changé. Ça va être à 14 h et non à 17 h. Et puis contre les Soudans à domicile au stade des Martyrs. 2 duels qui vont permettre à l'RDC de gagner et d'espérer les barrages, les Final Four. Et puis la suite, c'est un chemin de la croix qu'il faut mieux affronter parce que, quoi qu'il arrive, on aura vendagé nos chances. Et contre le Sénégal, c'était un match où il ne fallait pas perdre. Bon, voilà, c'est le football. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Alors, Monsieur Obed, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur notre antenne. Le plaisir est pour moi. Alors, s'il y a un mot à rajouter? Non, le mot à rajouter, c'est que restons positifs, restons confiants, et un jour, les choses changeront. On espère.
Oui, on l'espère. Peut-être que vous allez apporter ces changements tant attendus. Avec cette matière qui a coulé, j'espère que le changement est possible. Merci à Monsieur Obed d'avoir été là. Merci à toutes ces personnes qui étaient branchées, à cette grande équipe qui a travaillé autour de ces programmes. Monsieur Zedam, le DSMP et c'est vrai de président. Si vous êtes capable de diriger cette grande équipe, venez parce que Monsieur Paul Kassembele a jeté les tabliers. On verra qui va les succéder. C'est ça, ces vieux démons qui travaillent autour de la destruction de ces clubs-là continuent et ils sont tellement forts pour déstabiliser ces clubs-là. Et merci à la grande équipe qui m'a accompagné, tout en espérant qu'il y aura peut-être le championnat d'ici peu. 2 mois se sont écoulés. On n'a pas toujours le championnat dans ces pays et puis on reviendra pour demander des dérogations au ministre. Ça, c'est les Congos qu'on aime. Merci à Serge Lokondo qui était derrière les différents matos accompagné de Jonathan Koumou, Jacob Kayanda, Christian Touba, avec Silver qui était en régie. Alors, monsieur, restez-nous fidèles. On va continuer à palabrer dans les différentes plateformes digitales. Alors, merci encore une fois et à très bientôt. Que le gouvernement n'est pas en mesure de finaliser la facture qui avait été déboursée par cet opérateur qui avait préfinancé les projets et aujourd'hui les stades sont à l'abandon. Donc il serait seulement question d'essayer de pousser encore ces personnes qui nous dirigent pour essayer de leur dire que, écoutez, dans vos systèmes politiques, quand vous pensez RDC, pensez aussi sport. C'est important, très important parce qu'aujourd'hui, on voit que la question du sport en RDC, c'est seulement soit l'apanage du président qui ne s'occupe que de la sélection nationale A, et pour les ministres, comme tous les autres ministres, le pouvoir est décentralisé dans ces pays. Le sport doit commencer dans des municipalités, dans des villes, avant que le sport ne soit national. Mais comment voyez-vous aujourd'hui, ou comment expliquer aujourd'hui que dans des municipalités, les questions sportives ne sont pas élaguées, ne sont pas développées? On n'a pas aujourd'hui la représentation des équipes de municipalités, peut-être dans des divisions élevées, dans les différentes disciplines. Dans la ville, n'en parlons même pas. On a même vu, pour parler seulement du football, que même les gouverneurs, les différents gouverneurs, même quand il y a des organisations sportives, ils ne viennent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le poids est porté par les ministres nationaux ou les présidents, voilà pourquoi on connaît des échecs, aussi et seulement si aujourd'hui il y aurait implication de ces différents secteurs, la municipalité, la ville, tout pouvait aussi changer. La vision. Comme vous le dites, c'est un problème de vision parce que toutes ces personnes qui nous dirigent ne savent pas ce que vaut le sport. Quand vous allez en Europe, on vous dit que le sport représente 2% du PIB européen. Exactement. C'est un secteur économique et vous très le savez. Rentable. Exactement. C'est tous les jours que la Cour de justice de communauté européenne se saisit des cas qui sont traités dans les questions du sport. Mais ici, chez nous, on a des sérieux problèmes parce que, premièrement, l'assiette allouée aux municipalités, au niveau de gouvernorat, est faible et les animateurs pensent d'abord comment se retrouver, pensent comment est-ce qu'il faudrait pallier aux différents projets prioritaires et le sport est placé en dernière partie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un nombre grandissant de Koulouna, les enfants, par manque d'accès au sport, vous allez voir des petits enfants qui jouent sur l'avenue et ils s'adonnent à quoi? À des jets de lance-pierre, à des jets de lance-bouteilles, préparant ainsi leur carrière de futur Koulouna. Mais ce sport-là n'est pas encadré. Nous dirons que nous devons repenser sport. Les états généraux, oui, il y a eu les états généraux dans ce pays, mais quel est l'impact? Quelles sont vraiment les résolutions concrètes qui ont été prises et qui sont mises en action, en activité? Aujourd'hui, c'est tous les ministres qui viennent, qui essaient de saper les actions de l'autre pour essayer d'insuffler une nouvelle politique, disons, pensant mieux faire, et pourtant on se base toujours des problèmes qui étaient là avant pour essayer d'apporter une solution durable.
la mauvaise gestion dans ces secteurs, elle est criante. Et ceux qui gèrent les secteurs du sport ne pensent pas aller très très loin, veulent se limiter seulement à des projets, et pas même de projets, à des choses qui ne vont pas demain faire avancer les sports. La RDC n'a pas de centre de formation. La RDC n'a pas une organisation de promotion des talents. La RDC n'a pas une usine de développement des talents. Mais comment on peut aujourd'hui avoir de résultats avec des générations spontanées, avec des générations où aujourd'hui, dont on ne connaît que peut-être de parents et qui ne connaissent pas l'histoire de ces sports. Une parenthèse, on voit aujourd'hui, peut-être parmi les binationaux qui ont grandi ailleurs, qui peut-être, ce n'est pas un débat, ne connaissent peut-être pas l'hymne national, qui ne connaissent pas l'histoire du pays ou du drapeau qu'ils vont porter, parce que peut-être quand vous allez poser la question à des garçons comme des Bissaka qui ne connaissent pas des Kibonge et consorts, mais est-ce que quelque part aussi, toutes ces choses font en sorte que nous ne puissions pas avoir de résultats escomptés? Vous savez, nous devons nous baser un peu sur la performance de l'équipe nationale du Sénégal. On peut tout dire. Oui. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal, c'est une équipe qui est constante dans toutes les compétitions, même si elle est éliminée au premier tour. Vous allez remarquer que l'organisation de cette équipe émane d'un travail de fond. Comment est-ce que le sport a été développé au Sénégal, précisément le football? Ils sont partis de la base. Aujourd'hui, on a des académies au Sénégal comme Génération Foot. Vous êtes en train de parler d'une usine de production de talents. Quand vous remarquez un peu tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, Sadio Mané est en fin de carrière. Mais quand vous regardez son parcours, sorti d'un centre de formation, venu au FC Metz, et son parcours, c'est un parcours qui est vraiment connu et il a quand même une histoire à raconter aux générations qui viennent. Il y a toute cette équipe-là. Et un respect à revendre. Exactement, les Koulibaly et tous. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? Parce que le pays leur a tout donné, ce qu'ils gagnent, ils reviennent investir. Aujourd'hui, vous connaissez que c'est Sadio Mané dans sa ville natale ou peut-être sa province d'origine, il mène des actions philanthropiques très grandes parce qu'il sait que tout est parti de la base. Aujourd'hui, Barcelone, aujourd'hui AC Milan, aujourd'hui Monaco, usine de vente de joueurs. Ils vont venir s'installer dans notre pays pour s'installer où il n'y a pas d'infrastructure sportive. Qui sont ces leaders-là qui vont accompagner ces projets, ces coachs, ces techniciens, pendant que le niveau est trop bas? Nous avons quand même des autorités quand même sportives qui essaient de vendre un peu mieux les disciplines sportives pour comprendre que non, voilà, la formation doit commencer à la base. On l'a vu avec Oudjana, quoique les résultats étaient un peu, n'étaient pas à la hauteur de ce que nous attendions de cette académie. Aujourd'hui, nous avons les Aigles du Congo. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, nous aurons toujours les mêmes choses? Nous ne savons pas. Quand j'étais au Zimbabwe, ils ont le Real Betis qui s'est installé là, qui a signé un partenariat et qui est venu s'installer dans un centre leur octroyé par la police. Ils ont vu que voilà, il y avait quand même des talents et on pouvait les encadrer. On parle du Zimbabwe. Exactement. Ils ont vu le sérieux des dirigeants et aujourd'hui, ils ont donné la licence. Mais aujourd'hui, s'ils viennent, où est-ce qu'ils vont s'installer? Tous les terrains qui étaient là, aujourd'hui, on entend que les terrains sont spoliés. Parfois, c'est le bourgmestre qui vend. Parfois, c'est le gouverneur qui vend. Et on va se retrouver un jour dans la ville de Kinshasa, il ne nous restera que le stade de Martyrs. Donc, c'est pénible. Parce que même ces stades de Martyrs-là ne savent pas être mieux entretenus. Le match contre le Sénégal, on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a une insécurité grandissante dans des installations sportives en RDC, plus particulièrement le stade de Martyrs. On va essayer de parler de l'écosécurité des événements sportifs, monsieur. L'intégration des principes de développement durable, de la protection de l'environnement dans la planification, dans l'organisation des événements.
Aujourd'hui, la RDC a ces sérieux problèmes-là. Ce seul bâtiment que nous avons, qui pourrait rester, dont vous avez dit, est en train d'être saboté à tout moment. Mais dites-nous un peu, quels sont les axes qu'on peut aujourd'hui compléter pour que nous puissions arriver à une très bonne organisation dans les installations sportives du pays, parce qu'on parle du Stade de Martyrs, et parlons de cette éco-sécurité, parce que vous êtes un expert. Oui, comme vous le dites, quand on parle de l'éco-sécurité, oui, on voit une sécurité à la fois environnementale et une sécurité des biens et des personnes. Les événements sportifs majeurs sont considérés comme des déclencheurs du terrorisme. Exactement. Ça, c'est important. Exactement. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver dans une situation où même le pouvoir public ne saura pas contrôler. Exactement. En 1959, vous le savez, le Stade de Martyrs est appelé Stade de Martyrs parce qu'un certain 4 janvier, si je ne me trompe pas, des gens sont sortis du Stade de Martyrs, d'autres en meeting populaire à Limca, et font une jonction et les émeutes commencent et nous arrivons jusqu'à l'accession de l'indépendance. Et aujourd'hui, dans ce Stade de Martyrs, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, il y avait le Stade de Martyrs et Imca à côté. Il y a eu quand même ce problème-là, une synchronisation et des troubles ont été faits. Mais aujourd'hui, on rajoute Kinshasa Arena. C'est déjà un problème pour la sécurité. Exactement. Non loin, il y a le centre culturel. Et je me demande s'il arrivait qu'un jour, toutes ces infrastructures sont occupées et par une grande masse. Comment est-ce qu'on va s'en sortir pendant qu'un match comme le Sénégal n'a pas pu être géré? La gestion des événements sportifs, quand il faut parler de la gestion sécuritaire des événements sportifs, elle est homogène. Elle part des bénévoles du sport. Quand vous suivez les matchs européens, vous allez remarquer que dans les stades, déjà la sécurité, parce que la sécurité intérieure du stade incombe à l'organisateur de l'événement. C'est l'organisateur qui est responsable de la sécurité interne. Vous allez remarquer qu'au niveau, donc dans les allées, il y a des personnes en gilet et tout, qui sont là comme des lanceurs d'alerte. Une fois qu'il y a une personne dans les stades qui affiche un comportement menaçant, ce dernier doit être au plus vite intercepté et on le prend, on les met à la disposition de la police. Mais on le voit très souvent au Stade de Martyrs, j'ai Amassou Beko Banda pendant 40 minutes. Et Kataté. Ils ont Kataté. Je me demande, mais comment est-ce qu'on gère ces gens-là? Ozomona ke muto banda ki ko finga pendant 1 heure. À ta garde républicaine, on se demande, mais est-ce que le stade il est plus grand que le stade du Santiago Bernabéu ou c'est un plus problème... que Maracana qui a plus de 100 000. Exactement. Ou c'est un problème des personnes. Et aujourd'hui, la consommation des bouteilles plastiques et tout ça, nous allons remarquer que tout autour du Stade des Martyrs, c'est un endroit où il y a toujours des flaques d'eau après la pluie. Pourquoi? Parce que les déchets qui proviennent des manifestations sportives ne sont pas orientés. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a plus ou moins 3, quand les championnats sont réguliers, on a plus ou moins 2, 3 ou 4 activités sportives dans le Stade de Martyrs chaque mois. Des matchs et ainsi d'autres. Et même quand on part sur les concerts. Donc ce sont des questions qui doivent vraiment être traitées dans le fond et montrer que, voilà, lorsqu'il y a des événements sportifs, faire intervenir des bénévoles sportifs, on peut les encadrer, on peut prendre toutes ces anciennes gloires des fédérations sportives, surtout des fédérations de combat, les former et les orienter, et ils vont constituer la première zone de défense des événements sportifs à l'intérieur. Et après, on part maintenant sur la police qui doit accompagner, sur les sécurités, les agences de sécurité qu'on voit très souvent intervenir. Et c'est toute cette composition-là qui peut faire en sorte que le Stade de Martyrs puisse avoir une sécurité efficace. Mais aussi, ceux qui vendent et produisent les billets, comment est-ce qu'ils sont contrôlés? Aujourd'hui, on a vu des gens en train de multiplier les billets avant le match du Sénégal. On a vu des gens venir faire et vendre des billets et tout ça. Nous avons suivi une fois, je pense avec Bob Richard Makandalele, une conférence où on avait montré comment est-ce que le système de billetterie lors de la CAN en Côte d'Ivoire avait fait ses preuves. Pourquoi ne pas s'inspirer des autres? Nous voulons toujours tenter et oser pendant que parfois les compétences ne sont pas là. Bob Richard Makandalele, Mbotenayo Bob Richard Makandalele,
Ça, c'est la salutation venue de Obed Moutenga. Je pense t'avoir la semaine prochaine, Bob. Tu dis quoi? Voilà. Aujourd'hui, la sécurité, elle est importante dans les installations sportives. C'est ce qui a fait en sorte que les gens puissent ne plus venir dans les événements sportifs. Pourquoi? Parce que la sécurité n'est pas très bien assurée. Est-ce qu'en réalité, c'est une question, une analyse que vous allez faire, ceux qui sont dans ces domaines-là savent, ont des informations que les événements sportifs sont accompagnés par un public. Et si le public n'est pas assuré d'une sécurité, il ne viendra pas. Et ça, c'est un manque à gagner, à ton avis? Bon, je pense qu'ils ont les informations parce que vous savez... Ou ils sont négligents? Je pense qu'ils sont négligents. Vous savez que les événements sportifs, c'est parmi les plus grands spectacles et réunissent beaucoup de gens. Quand vous suivez, même dans certains rapports sous des pays un peu où les questions sont prises avec sérieux, vous allez remarquer que on catégorise même, on dit que non, voilà, il y a quatre catégories de supporters dans les stades. Il y a une catégorie qu'on appelle les hooligans. Les hooligans, ce sont des gens qui viennent dans les stades juste pour se battre. Je vais vous donner un exemple. Quand vous suivez le match de la RDC, 1 heure avant le match, vous allez voir Kikalum Wabana Istawana Ezoya. C'est quoi l'intention? Ça prouve déjà que ces gens viennent pour s'aimer du désordre. Mais vous allez voir, nous qui suivons à la maison, on sent que ce convoi sort de Beaumarchais en train de venir et il n'est pas intercepté. C'est aux alentours du stade que vous allez voir, ils viennent là et la police commence un peu à... Et ils vont entrer. Et la police fait... Mais on se dit, mais est-ce que le système de renseignement n'a pas fourni des informations à ces gens que non, Bostopé, Bango, Kuna et ceux qui ont des billets, on peut quand même les escorter. Il y a des personnes paisibles, des personnes responsables qui viennent avec leur famille, leurs enfants. Et ce sont ces personnes-là qui sont très regardants sur la sécurité des événements. Donc, si ces questions sont toujours traitées avec négligence, en tout cas, un jour, on va se réveiller un matin, il n'y aura plus d'événements sportifs dans le pays parce que peut-être le pouvoir public aura suspendu ces choses. Des fois, nous sommes en train de rire, mais ça fait très très mal. À l'époque, et c'est vrai qu'il y avait une passion. Les gens venaient dans des installations sportives, mais puis même dans des combats de judo où on voit, il ne peut pas y avoir un combat de judo, un rendez-vous de judo sans mort d'homme. Et ce sont des histoires à prendre avec beaucoup de sérieux. Un expert est ici. Il est en train de donner des pistes et des solutions pour que nous puissions avoir demain une vraie image du sport congolais. Je vous ai dit ici qu'il est consommable sans modération. Et je pense que ce sont des jeunes pareils qui peuvent donner une lueur d'espoir pour le développement de ces sports. Alors, monsieur, on va revenir un tout petit peu sur le projet que vous voulez mettre en place, dont vous allez travailler. Ses bénéfices et qu'est-ce que ça peut apporter à la nation. Revenez un peu sur ça. Exactement. En fait, si vous remarquez, le monde, déjà, au niveau des Nations Unies, il y a l'agenda 2030, dont les résultats sont palpables sous d'autres cieux. Mais chez nous, en RDC, toujours des choses qui sont traitées à la dernière minute et en retard. Vous êtes informé qu'il y a des institutions qui viennent nous appuyer dans ces questions. Aujourd'hui, nous avons l'Agence française de développement qui a un projet sport pour elle qui parle de l'inclusivité dans les sports. Faire participer les jeunes filles dans les pratiques du sport qui ont vraiment été longtemps discriminées parce que quand vous regardez même comment les équipes nationales féminines sont traitées, vous allez remarquer qu'on ne priorise pas ces dames. Vous allez remarquer que même le handisport n'est pas traité et pourtant, tous, nous devons vivre de la même manière. Nous avons Play International qui s'est encore récemment installé pendant que ces institutions étrangères viennent pour appuyer les actions de la RDC, mais on ne vend pas plus. C'est ainsi que moi, je suis en train de réfléchir sur un plan stratégique du développement durable de la RDC par le sport et pour le sport. Par le sport, pourquoi? Parce que nous allons mettre en action la résolution 77/27 des Nations Unies
pour permettre au sport d'accompagner la RDC dans son chemin vers un développement durable, mais aussi mettre en place l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour le sport, c'est essayer de contribuer à ce développement du sport, de la base au sommet, tout en incluant les personnes vivant avec handicap, les femmes et les filles. Donc c'est un peu cette question-là, je ne peux pas en dire plus parce que vous savez tout. Voilà, alors aujourd'hui, les projets méritent d'être soutenus, des voies et moyens à emprunter. C'est vrai, théoriquement, ça peut être bien, mais à votre avis, quelles seront les portes qui vont être ouvertes pour que ce projet arrive à son aboutissement? Bon, en termes de programme, oui, je pense vraiment rencontrer la haute hiérarchie du pays. À défaut de rencontrer le président de la République pour lui soumettre ses projets, c'est rencontrer la première ministre parce que ces projets doivent vraiment être portés par le gouvernement. Parce que c'est un projet qui va prendre en compte tous les secteurs de la vie sociale et les accompagner. Remarquez par exemple, aujourd'hui on parle du ministère de la Santé, on parle de la couverture santé universelle. Oui. Il y a des maladies qui peuvent être traitées par, bon pas seulement traitées, mais évitées par une pratique sportive. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de clubs de fitness qui accompagnent une vie saine, qui accompagnent, qui sensibilisent les personnes sur la pratique quand même régulière du sport, 1 ou 2 fois la semaine. Ce sont de telles personnes qui doivent vraiment être prises et encadrées par le ministère de la Santé pour essayer de voir comment est-ce que voilà, un grand nombre de la population peut quand même peut éviter l'obésité, peut éviter toutes ces maladies qui sont générées par une vie qui n'est pas saine, un mode de vie qui n'est pas sain, excusez-moi. Et tant d'autres secteurs aussi, le secteur éducatif, comme le secteur scolaire, il a été prouvé que quand vous associez une pratique sportive dans l'enseignement des élèves, ils sont vraiment épanouis et ils se retrouvent. Il y a très longtemps, tous les enfants voulaient être à l'école parce qu'ils savaient qu'un jour, on aura un tournoi de football scolaire. Oui. Il y avait des championnats de football interscolaire qui n'existent plus. Il y avait des championnats interuniversitaires où les étudiants venaient à l'université. Leur présence était obligatoire parce que pour ceux qui aimaient le sport ou ceux qui aiment le sport, pensaient quand même être retenus à l'équipe de l'université. Donc c'est un peu cette façon-là de penser et voir le sport que nous mettrons en place, quoi. Monsieur, vous œuvrez aussi dans le domaine du management. Alors, comment est-ce que votre travail, quand on sait que ces secteurs est teinté de beaucoup d'embûches et travailler dans les secteurs sportifs en RDC, c'est avoir un mental de guerrier. Vous êtes toujours face à des Goliaths devant vous, dont vous êtes appelé à sortir la meilleure pierre pour faire tomber. Comment vous œuvrez dans ces domaines et s'il y a déjà des avancées ou de preuves palpables? Oui, hein, il y a des preuves. Je dirais que récemment, il y a plus ou moins une année, j'ai fait voyager un jeune joueur entre 14 et 16 ans qui a fait sa formation au Zimbabwe et qui était revenu, qui devait aller intégrer le Real Betis au niveau international, mais seulement son père avait décidé qu'il finisse d'abord ses études scolaires pour essayer de voir comment est-ce qu'on ira plus tard. Vous savez, travailler comme manager de joueurs ou peut-être manager des institutions, mais je vais plus parler comme manager de joueurs. Être manager de joueurs, c'est une très grande responsabilité. Ça part vraiment de vous prendre comme un père pour ces personnes que vous devez encadrer. Et il y a beaucoup de risques parce que vous êtes appelé à produire des résultats palpables parce que c'est une carrière qui est mise en jeu. Vous voyez? Donc, avec ces jeunes, on essaie un peu de travailler sur les relationnels, essayer de les accompagner et de les conseiller d'abord, de les outiller pour leur montrer réellement que voilà, la vie d'un joueur, voilà, elle promet, mais elle est aussi remplie de risques. Voilà les bonnes décisions qu'il faut prendre pour sa carrière, les droits qu'il faut connaître. Quels sont les droits dont je suis bénéficiaire en tant qu'athlète et tant d'autres. C'est comme ça que nous essayons quand même de les accompagner d'abord par des conseils et des orientations. Et maintenant, dans un accompagnement plus pratique, ça pose parfois problème parce que l'accompagnement et la prise en charge d'un joueur demandent beaucoup d'argent pour essayer de l'emmener à un niveau qui est très élevé. C'est pourquoi, en toute responsabilité, parfois on se limite seulement à des orientations et des conseils en attendant que nous soyons suffisamment outillés
pour essayer quand même de mettre en lumière tous les réseaux que nous avons et aider quand même les différents joueurs congolais à pouvoir atteindre leurs rêves. Parce qu'on parle des réseaux. Aujourd'hui, on a ces problèmes-là. En RDC, les joueurs ne sont pas pistés par de grandes écuries. Vous êtes manager, voilà, aujourd'hui, vous êtes aussi en train de travailler sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce que les réseaux n'est pas si élargi ou peut-être parce que les joueurs congolais sont négligents, ils ne peuvent pas aller un peu plus loin ou parce que c'est par manque de moyens dont vous avez aussi épinglé? Bon, je dirais, premièrement, c'est le manque de moyens. Quand je parle de moyens, c'est à la fois les moyens financiers, les moyens techniques. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer une simple émission sur Talent d'Afrique peut propulser un joueur. Nous l'avons vu avec le joueur de Mazembe. Voilà. Non, celui qui vient de partir à peine, là, qui était au Chan. Kabouit. Exactement. Il est passé sur Talent d'Afrique et plusieurs se sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'il a eu de la visibilité au niveau international en jouant la Coupe d'Afrique et ainsi de suite. Mais ici, au niveau local, c'est que le championnat n'est pas mieux vendu. Oui. N'est pas vendu, n'est pas diffusé. Et à la fin de la saison, tu peux avoir un joueur qui a bien presté. Tu lui dis, bon, j'ai quand même des personnes à qui je peux te proposer. Donne-moi quand même un résumé de ta saison en termes d'image. Il a du mal à condenser ses vidéos. Parfois, peut-être, c'est le meilleur buteur. Mais il n'arrive pas à sortir peut-être tous ses 30 buts pour essayer de le proposer à un manager étranger. Oui, le réseau, il y a plusieurs managers qui ont des réseaux, mais seulement aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Et le numérique apporte un peu plus dans le sport. Ça veut dire, à défaut de se déplacer comme dans l'ancien temps, où il fallait tenir le joueur par la main, l'accompagner et monter, descendre, aujourd'hui, tout peut se limiter seulement par les réseaux sociaux, par les vidéos, par des appels conférences. Mais seulement comment proposer un talent congolais pendant que le numérique ne l'accompagne pas. Donc la question du sport est vraiment sur beaucoup de champs. Le joueur congolais, on va revenir là-dessus, sont pistés, ceux qui travaillent à l'étranger avec des managers et consorts, sont aussi pistés, mais pas dans des grandes équipes dont on peut espérer. Et c'est parce que aussi ces managers-là ne leur vendent pas bien, parce que là-bas, ils ont l'image, ils ont la com, ils ont tout, mais des équipes top, ça ne s'accroche pas. Bon, il faut reconnaître qu'autour d'un joueur, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les grands clubs n'achètent pas le joueur seulement pour le talent. Qu'est-ce que le joueur apporte au club? Si vous remarquez, un jour, Neymar, quand il arrive au PSG, hormis le talent, Neymar, on dit qu'il a pu rembourser au club, juste par la vente d'images, la vente de ses maillots, presque la moitié du montant déboursé en moins de 6 mois. Vous remarquez? Aujourd'hui, quand Mbappé arrive au Real, c'est une marque. Donc, c'est une société d'image qui vient. Mbappé, quand il vient, c'est la publicité, c'est l'image du club et c'est tant d'autres. Mais la question qu'il faut se poser avec nos joueurs, quelle est cette image ou quel est ce groupe de personnes qui les accompagnent pour faire au-delà d'être de purs talents, mais être vraiment des stars qui peuvent être exploités par ces genres de clubs-là. Avant que nous puissions mettre un terme à ces numéros, je rappelle qu'on est en train de parler du secteur du sport et puis son développement, un secteur qui a beaucoup de problèmes. Et puis on a parlé de beaucoup de choses. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Obed Moutenga qui est avec nous ici et on va finir cette émission avec lui. Aujourd'hui, monsieur, on doit se le dire, des partenaires, même si on avait évoqué un tout petit peu cette question, on va revenir un tout petit peu, des partenaires à l'étranger qui soutiennent peut-être des championnats comme les championnats de la Côte d'Ivoire et même en termes d'image. Qu'est-ce que ces championnats peuvent avoir? C'est vrai, les niveaux d'un championnat, on peut le remarquer dans les compétitions interclubs, notamment avec des équipes de la Côte d'Ivoire qui ne franchissent plus de paliers, mais au moins ces championnats-là est diffusé par un grand média international et puis avec des partenaires. Est-ce que c'est un problème de lobbying? On ne réussit pas à mieux vendre nos projets pour que nous puissions aujourd'hui avoir une meilleure visibilité. Ça doit passer par quoi? Ça doit passer par quoi? Les sérieux.
les sérieux des animateurs. Parce que vous allez remarquer, il y a eu quand même un petit pas qui s'était fait, je pense, la saison passée, avec Milvest TV Club. Mais qu'est-ce qu'on a entendu à la fin du... Bon, pas à la fin du contrat, mais à la fin de la saison. Mes gestions, les fonds ne sont pas visibles, il n'y a pas de traçabilité. Aujourd'hui, un investisseur sérieux, quand il vient investir dans ton projet, vous devez être capable de lui dire et de lui faire un rapport de comment est-ce que vous avez géré son investissement. Et cet investissement doit être axé sur des résultats escomptés. Mais aujourd'hui, vous et moi, en franc-parler, si on investissait 50 millions de dollars à la Linafoot, êtes-vous sûr que dans une semaine, 2 semaines, on peut vous dire que voilà, 10 millions par exemple ont été déboursés pour ça, 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 ça. Nous pensons peut-être qu'avec les élections, des responsables et des personnes qui ont vraiment... Est-ce que c'est une question d'élection dans ces pays? Parce que moi, je pense à mon avis aussi qu'on en a eu des élections dans beaucoup de domaines, mais puis après, on a tourné en rond. Bon, le problème... C'est une question des personnes, des castings, parce que c'est un secteur pollué par des personnes qui sont, entre guillemets, des moutons noirs, par exemple, et qui ne vont jamais peut-être vouloir un intérêt commun. Il y a des chevronnés, il y a des personnes qui sont capables quand même d'apporter un vent nouveau. Moi, je suis très croyant. Il y a toujours un reste, même si toute la terre est corrompue, il y aura quand même un reste des personnes intègres et qui peuvent faire vraiment preuve de bon sens et de responsabilité. Ces gens-là existent. Seulement, il faut qu'ils soient accompagnés. Et quand même, ils pourront rehausser le niveau du championnat, les niveaux des fédérations et de tant d'autres. Donc, ne vous en faites pas. Nous pensons qu'il y a encore des personnes qui sont capables aussi de venir au niveau des ligues, au niveau des fédérations, et quand même faire quelque chose de bien. On a aujourd'hui le comité de normalisation. Vous y avez travaillé, on l'a dit dans les coulisses, pas pour le pays, pour les Zimbabwe. Le comité de normalisation ici en RDC, on a Guédoné Sambi. Aujourd'hui, on a Maître Belinda. Même si elle n'a fait que quelques temps, son mandat va épurer au mois de décembre. On doit y avoir des élections. Est-ce que le comité de normalisation, dont vous connaissez les méandres, en RDC, ce comité de normalisation a réussi jusqu'à présent? Bon, avec Maître Belinda, je pense qu'il ne vient que d'arriver il y a à peine 1 mois. Elle, on ne peut pas un peu compter sur tout ce qu'elle a pu apporter. Mais je pense quand même qu'elle a pu nous sortir de la crise avec le dossier de la Linafoot qui était accusé au niveau du tribunal arbitral du sport. Je pense que c'est par son management que, voilà, on a pu quand même trouver le bout du tunnel et quand même il y a eu une représentation de la RDC pendant que même la CAF a pensé comment est-ce qu'elle pouvait sanctionner toutes ces équipes qui n'allaient pas prendre part à ce championnat. Avec le président Dieudonné Sambi, nous pensons qu'ils sont passés outre leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qui étaient celui d'organiser les élections. Mais avec Maître Belinda, je pense, qui est d'abord membre de la commission de discipline de la FIFA, une commission qui est très regardante sur l'intégrité et sur l'équité dans le sport, une commission qui sanctionne les fédérations, les clubs, les joueurs et tant d'autres. Je pense qu'à ce niveau-là et avec sa casquette de juriste, elle peut apporter un vent nouveau tout en restant respectueuse des textes et de lois qui organisent cette organisation. Pensez-vous que le comité de normalisation est toujours salvateur pour mettre les bases d'une fédération qui boitillait? Exactement, exactement. Parce qu'à défaut que la fédération soit suspendue par la FIFA, comme nous l'avons vu avec la fédération brazzavilloise du Congo-Brazza et la fédération zimbabwéenne aussi qui a été frappée de suspension, le comité de normalisation a pour objectif de venir poser les normes. C'est la raison pour laquelle on appelle comité de normalisation. Elle pose les normes du bon fonctionnement de la fédération et elle organise les élections pour léguer au comité qui va venir, ce comité définitif, qui va venir mettre en exécution et trouver une fédération normalisée, une fédération organisée et une fédération qui peut quand même produire les effets positifs si quand même les personnes
qui les encadrent ou les personnes qui seront là comme animateurs seront quand même en mesure de, voilà, de produire de bons résultats excusez-moi, de produire un travail de titan et un travail à impact visible. Voilà, avant que nous puissions mettre un point final, on va placer un petit mot sur la sélection nationale de la RDC qui va revenir déjà pour jouer les Togo et les Soudan. C'est vrai que les chances, on connaît tous, ce n'est pas un secret pour personne, les chances sont devenues un tout petit peu minimes pour voir cette sélection jouer à la prochaine Coupe du Monde. Mais comment, à votre avis, on peut aborder ces deux grands rendez-vous quand on sait que le mental peut être dans les chaussettes? Bon, il faut toujours espérer, oui, parce que le format, on dit, il a un peu changé. Et ils doivent aller jusqu'au bout. Hein. Ils sont là pour servir la nation. Oui. Et ce n'est pas à cause d'un match qu'ils vont baisser les bras et ils vont, tourner le dos à la sélection. Ils doivent venir avec la même énergie, ils doivent venir avec la même volonté pour penser quand même, se positionner peut-être comme meilleur deuxième et jouer le barrage, même si ça ne sera pas facile. Le programme, il est là. Merci à Sylvain de nous mettre ces programmes. Ça sera contre le Togo, les 10 et les heures ont changé. Ça va être à 14 h et non à 17 h. Et puis contre les Soudans à domicile au stade des Martyrs. 2 duels qui vont permettre à l'RDC de gagner et d'espérer les barrages, les Final Four. Et puis la suite, c'est un chemin de la croix qu'il faut mieux affronter parce que, quoi qu'il arrive, on aura vendagé nos chances. Et contre le Sénégal, c'était un match où il ne fallait pas perdre. Bon, voilà, c'est le football. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Alors, Monsieur Obed, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin sur notre antenne. Le plaisir est pour moi. Alors, s'il y a un mot à rajouter? Non, le mot à rajouter, c'est que restons positifs, oui, restons confiants, et un jour, les choses changeront. Hein. On l'espère. Oui, on l'espère. Peut-être que vous allez apporter ces changements tant attendus. Avec cette matière qui a coulé, j'espère que le changement est possible. Merci à M. Obed d'avoir été là. Merci à toutes ces personnes qui étaient branchées, à cette grande équipe qui a travaillé autour de ces programmes. M. Zedam, le DSMP et c'est vrai de président. Si vous êtes capable de diriger cette grande équipe, venez parce que M. Paul Kassembele a jeté les tabliers. On verra qui va les succéder. C'est ça, ces vieux démons qui travaillent autour de la destruction de ces clubs-là. Continuent, ils sont tellement forts pour déstabiliser ces clubs-là. Et merci à la grande équipe qui m'a accompagné, tout en espérant qu'il y aura peut-être le championnat d'ici peu. 2 mois se sont écoulés. On n'a pas toujours le championnat dans ces pays. Et puis, on reviendra pour demander des dérogations au ministre. Ça, c'est les Congos qu'on aime. Merci à Serge Lokondo qui était derrière les différents matos accompagné de Jonathan Koumou, Jacob Kayanda, Christian Touba, avec Silver qui était en régie. Alors, monsieur, restez-nous fidèles. On va continuer à palabrer dans les différentes plateformes digitales. Alors, merci encore une fois et à très bientôt.